Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la réforme explosive du jour, celle de l'assurance chômage, bonus-malus pour certaines entreprises qui abuseraient des contrats courts, indemnité des cadres revue à la baisse, des salariés qui devront travailler plus longtemps avant d'avoir droit au chômage. Les syndicats fulminent, ils crient à l'injustice. L'exécutif frappe fort. Est-ce trop fort? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il va opposer ce soir Marc Semo à Patrick Martin-Genier. Nous reviendrons sur le lancement de la campagne présidentielle aux États-Unis. Et oui, déjà, et c'est Trump, bien sûr, qui donne le coup d'envoi des hostilités pour sa réélection. Pourquoi si tôt? Peut-il vraiment être réélu? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi le projet de loi sur la fonction publique arrivé aujourd'hui au Sénat. Il est censé donner plus de souplesse au secteur. Mais le secrétaire d'État prévient déjà sur notre antenne, il n'y aura ni dégel ni décorrélation du point d'indice. Avec nous pour réagir ce soir, Luc Faré de l'UNSA Fonction publique. Avant tout, bien sûr, les explications avec Marie Brémaud. Les organisations syndicales attendaient un geste du gouvernement. Pas sûr que la déclaration du secrétaire d'État à la fonction publique apaise les mécontentements. Nous ne dégèlerons pas le point d'indice. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que ça n'était pas la méthode que nous voulons retenir parce que ça représente un coût collectif extrêmement important pour un apport individuel relativement faible. Lorsqu'on augmente le point d'indice de 1%, cela coûte 2 milliards d'euros de dépenses publiques. Et pour un salarié, un agent public, qui gagne environ 2 000 euros net, c'est moins de 14 euros d'augmentation. C'est peut-être toujours bon à prendre, mais c'est peu par rapport au coût collectif. L'exécutif garde le cap. Pas de dégel du point d'indice de la fonction publique. Et pourtant, 8 syndicats ont appelé à une journée de mobilisation le 27 juin. Objectif, faire pression pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Mais pour l'heure, la réponse du gouvernement passe par le protocole carrières et rémunérations. Un peu moins de 900 millions d'euros seront dégagés à cet effet en 2020. Autre annonce, la décorrélation du point d'indice entre les 3 versants de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Une décision que la CFDT approuve. Pour le reste, cela se discutera le 2 juillet lors d'un rendez-vous salarial qui s'annonce déjà houleux. Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, Luc Faré. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général du syndicat UNSA Fonction publique. On vient de l'entendre, Olivier Dussopt annonce sur notre antenne ou confirme pas de dégel du point d'indice ni de décorrélation. Comment vous réagissez à cela? Écoutez, concernant la décorrélation de la valeur du point d'indice entre les versants, c'est une sage décision. C'est une décision qui avait déjà été annoncée, donc ce n'est pas une décision nouvelle. En ce qui concerne le dégel de la valeur du point d'indice, en tant qu'organisation syndicale, nous pensons que le point d'indice et sa valeur est un élément important de la constitution du traitement de la rémunération des agents publics. Donc pour augmenter le pouvoir d'achat en clair. Pour augmenter le pouvoir d'achat. Et donc nous regrettons ce choix du gouvernement. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que dans le cadre du rendez-vous salarial qui s'annonce le 2 juillet, il faut que le gouvernement entende notre demande d'avoir des éléments qui vont permettre à chaque agent public d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente. Il y a plein de méthodes pour y arriver, dont une qui peut être de l'indemnitaire, une autre qui peut être de reconnaître les engagements des agents. Mais au final, il faut que les agents voient que l'employeur public reconnaisse leur engagement. Et à terme, c'est important pour l'attractivité des métiers de la fonction publique. Pardon de revenir sur ce point du dégel du point d'indice. Quand le ministre nous dit dégel du point d'indice de 1% par exemple pourrait coûter 2 milliards à l'État et ne rapporterait que 14 euros à un agent public par mois. Il a un peu raison? Il a un peu raison si on le fait de cette façon-là, c'est-à-dire de façon assez classique. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est l'augmentation chaque année de l'inflation. En ce moment, c'est 1,3%. Et si on ne réévalue pas de l'équivalent de l'inflation les salaires de la fonction publique, ça veut dire qu'à terme, on va déclasser les métiers de la fonction publique. Et c'est un petit peu le risque de ce qui se passe aujourd'hui depuis maintenant 2011, puisque depuis 2011, il n'y a eu qu'une année de dégel de la valeur du point d'indice, c'était en 2016. Et globalement, ce gouvernement, vous le sentez à l'écoute, pas du tout en train de stigmatiser les fonctionnaires. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'un rapport de l'Inspection générale des finances, qui a été publié il y a quelques semaines, montre que plus de 300 000 fonctionnaires travaillent moins de 35 heures par semaine. Est-ce que vous sentez que le gouvernement se sert de ces bases-là, de ces clichés, de ces a priori sur les fonctionnaires peut-être pour avancer?
le gouvernement, lorsqu'il fait référence aux 35 heures, oublie plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que tous les agents publics agissent avec un temps de travail qui est réglementaire. Et ce qui veut donc dire que s'il y a une profession, un métier de la fonction publique qui travaille la nuit, qui travaille le dimanche, qui travaille avec des astreintes, eh bien, on en tient compte lorsqu'on calcule le temps de travail des agents. Et ça existe aussi dans le privé. Et souvent, il n'y a pas d'heures supplémentaires, il y a des heures supplémentaires non payées. Il suffit de regarder les CRS, par exemple, qui sont à des millions d'heures qui ne sont pas rémunérées aujourd'hui. On peut regarder ce qui se passe à l'hôpital. Nous avons en ce moment un conflit important à l'hôpital dans le cadre des urgences. Et parmi ces questions, il y a la question de la rémunération des agents. Cette réforme va aussi rendre possible les ruptures conventionnelles dans la fonction publique. C'est très nouveau. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est une belle opportunité pour ceux qui auraient envie de changer de vie, de changer de voie, pourquoi pas? Ou vous nous dites non, c'est évidemment une manière de tailler dans les effectifs? Eh bien, je dis ni l'un ni l'autre. Je dis simplement qu'on importe dans le projet de loi qui est discuté depuis aujourd'hui au Sénat un dispositif qui concerne les salariés du privé, on l'importe dans la fonction publique. Et de fait, en l'important, on oublie les conditions qui sont différentes. Dans la fonction publique, il n'y a pas de prud'homme. Il n'y a pas le même droit que pour les salariés du privé. Donc on importe un dispositif qui ne va pas protéger les agents, en particulier lorsque les employeurs publics proposeraient une rupture conventionnelle. Nous, ce qui nous inquiète dans ce dispositif, c'est le fait que le gouvernement n'encadre pas assez ou différemment ce principe. Et au final, on risque d'avoir une perte de droits des agents publics. Et je rappelle, les agents publics ne sont pas régis par le Code du travail. Ils sont régis par le droit public, qui est différent. L'idée, c'est aussi de faire appel à plus de CDD dans la fonction publique. Là aussi, peut-être un peu une inspiration du privé dans le public. C'est une manière aussi de la rendre plus attractive, peut-être, cette fonction publique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que dit le gouvernement. Le gouvernement propose de moderniser la fonction publique. Et nous constatons qu'en introduisant plus de contractuels, qui font très très bien leur travail, mais surtout en contrat à durée déterminée, eh bien, pour eux-mêmes, on ne leur donne pas de perspective de carrière, on ne leur donne pas de perspective tout court. Et un contrat à durée déterminée de 2 ans ou de 3 ans qui sera la norme, eh bien, ce n'est pas la même chose qu'une carrière dans la fonction publique, comme peut le faire un titulaire. Et lorsque on va CDIser quelqu'un, c'est-à-dire lui donner un contrat pour longtemps, on pourra le licencier plus facilement. Et nous, on dit, attention, dans le cadre de l'obligation de formation, l'obligation d'accompagner et d'assurer le service public, eh bien, nous pensons que c'est une erreur et un mauvais choix. Il y a aujourd'hui déjà 1 million de contractuels, ce qui veut donc dire que l'on peut déjà faire fonctionner la fonction publique sans ces règles-là. Ça rendra aussi possible les allers-retours privé-public. Là, vous y voyez un bémol, vous y voyez un risque? Certains parlent de conflit d'intérêts possible. Il y a toujours des conflits d'intérêts possibles, mais la question de fond, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on le ferait. Je rappelle simplement que lorsqu'on est dans le privé, on est là au service d'une entreprise. Et une entreprise a vocation à faire des bénéfices. Dans le service public, on n'est pas là pour cela. On est là pour rendre le service public, pour l'intérêt général, pour protéger les Français, pour agir pour les Français. Et la question du bénéfice n'est pas présente. Et donc, on n'a pas du tout la même conception, la même approche. Et il ne faudrait pas qu'on oublie que, de fait, dans la fonction publique, malgré tout ce que l'on peut entendre, on n'est pas mieux payé dans la fonction publique que dans le privé. Et donc, on est au service des Français. Et je pense, et nous pensons à l'UNSA, que c'est essentiel d'être au service des Français. Et c'est le sens même du statut de la fonction publique. Alors, quelle est la suite, Luc Faré? Vous appelez à manifester? Vous appelez à une grande mobilisation? Alors, pas une grande mobilisation. On a bien vu le 9 mai que nous étions dans une mobilisation importante, mais mesurée. Voilà, le terme est tout à fait exact. Donc, nous continuons à mobiliser de façon, je vais dire, militante, pour bien montrer au gouvernement qu'on a bien compris que son projet de loi risquait d'être validé par les deux assemblées, mais que nous n'étions pas d'accord avec ce projet de loi. Vous l'avez dit, comment elle est mesurée, cette mobilisation? Comment vous l'expliquez? Je l'explique par le fait qu'aujourd'hui, les Français et les agents publics sont inquiets. Et aujourd'hui, perdre une journée de salaire, eh bien, c'est un effort. Et c'est un effort important, d'autant plus qu'on a parlé du pouvoir d'achat et que l'on voit bien que le pouvoir d'achat des agents publics n'est pas reconnu actuellement. Et donc perdre une journée de salaire, c'est extrêmement lourd pour un budget. Et je rappelle que la majorité ou une grande partie des agents ne sont pas forcément bien rémunérés aujourd'hui.
Et on a bien compris. Merci infiniment Luc Faré d'avoir été notre invité ce soir, secrétaire général du syndicat UNSA Fonction publique. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Patrick Martin-Genier à Marc Semo. On va s'arrêter sur l'événement du jour aux États-Unis. C'est le lancement de la campagne présidentielle de Donald Trump. Oui, vous avez bien entendu, on est à 1 an et demi du scrutin et le président sortant est déjà dans les starting blocks. On analyse tout cela avec nos invités juste après les explications de Flora Sauvage. La présidentielle n'aura lieu qu'en novembre 2020, mais Donald Trump lance dès ce soir sa campagne. L'événement aura lieu à Orlando, en Floride, devant 20 000 supporters qui campent déjà devant la salle. C'est un événement historique, je ne le manquerai pour rien au monde. J'ai fermé mon magasin, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est d'être là. On fait la queue, comme ça on pourra être au premier rang. Comme en 2016, Donald Trump espère l'emporter en nombre de grands électeurs, quitte à être minoritaire en voix dans l'ensemble du pays. La Floride est un État clé, il compte 14 millions d'électeurs, pour beaucoup acquis à sa cause. Si sa popularité est médiocre, elle reste très élevée dans l'électorat républicain. Il a dit qu'il reviendrait et il le fait pour lancer officiellement sa campagne de réélection ici. La Floride est évidemment un État pivot, donc c'est important que les républicains soient forts et fassent acte de présence. L'entrée en campagne précoce de Donald Trump va lui permettre d'imposer son tempo, mais les premiers sondages le donnent perdant face à 5 candidats démocrates. Pas de quoi le faire paniquer. Il y a 3 ans, Donald Trump avait déjoué tous les sondages. Et on va entrer dans le détail, dans le match des idées. Avec nous ce soir, Patrick Martin-Genier, bonsoir, spécialiste des questions internationales, enseignant à Sciences Po et auteur de L'Europe a-t-elle un avenir? Marc Semo, bonsoir, bienvenue à vous également, journaliste en charge des questions diplomatiques pour le journal Le Monde. Pourquoi, d'après vous, Donald Trump a-t-il décidé de se lancer aussitôt? Est-ce que c'est pour couper l'herbe sous le pied des démocrates ou pour imposer le tempo comme on l'entendait? C'est pour imposer le tempo, il se lance. Alors bon, les sondages ne sont pas très bons, mais il a quand même pas mal de chance. Mais surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que quand bien même il serait battu, un certain nombre de choses qui ont commencé avec Donald Trump, notamment dans les relations avec les alliés européens, resteront les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont dans une phase de repli sur eux-mêmes, alors, ça ne veut pas dire que c'est pas de l'isolationnisme, parce qu'ils continuent à rester, malgré tout, même si de façon relative, la première puissance mondiale, l'énorme réseau diplomatique et tout, mais c'est leurs intérêts d'abord, comme jamais. Et là-dessus, ça ne changera pas. Ça avait commencé avec Obama. Trump l'a exprimé de la façon la plus crue, mais quel que soit le successeur, ça va continuer. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, notamment sur les questions de défense, on le voit avec Trump, c'est que d'une certaine façon, la doctrine française de stratégie de la dissuasion, qui est quand même le pilier depuis 50 ans de la politique, de la stratégie française, d'une certaine façon, elle anticipait Trump. C'est-à-dire, c'est l'idée que les États-Unis ne sont pas prêts à tout faire pour l'Europe et à mourir pour l'Europe. Donc, il faut avoir sa propre dissuasion. Et d'une certaine façon, dans ce monde-là, et au niveau de l'Europe, la France n'est pas si mal placée. Quoi qu'il arrive, elle peut jouer ce rôle de stimulant. Mais en tout cas, il y a un tournant qui est pris et qui va rester. Patrick Martin-Genier, vous êtes d'accord avec cela ? Oui, je suis d'accord, mais il y a le fond. Il fut un temps d'ailleurs où les États-Unis souhaitaient que l'Europe fût forte parce que ça allait dans le sens de la défense des intérêts américains. Et donc, naturellement, depuis Clinton, Barack Obama, etc., on a constamment dit qu'il fallait que l'Europe participe plus à sa défense. Et vous avez raison sur ce point. Mais une chose au moins changera, c'est le style. Nous n'avions jamais eu un président des États-Unis de cette façon. Regardez, il est allé récemment à Londres. Il tweete des messages racistes en disant que le maire de Londres, c'est une catastrophe, il retire des messages. Donc, il y a la forme, la façon de le dire. Il n'aime pas Angela Merkel, il stigmatise l'Europe. De loser pour voilà, il l'a traité de loser. Il a retweeté un tweet en mentionnant le maire de Londres comme étant le maire d'une ville qualifiée de Londonistan. Donc, on voit que c'est un style qui n'a jamais été là. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi il part maintenant ? Parce que aussi, il y a un élément plus concret, plus trivial en quelque sorte, c'est pour lever des fonds. En partant bien plus tôt, il va pouvoir lever des fonds très importants dans les milieux d'affaires pour lancer sa campagne. Il sait qu'il est fragilisé et donc il a absolument besoin de la lancer maintenant. Et on sait que le président en poste dispose d'avantages compétitifs pour partir dans une campagne plus tôt. Puis en plus, face à lui, c'est le trop-plein.
Donc, ce qui n'est pas sans lui donner un énorme avantage. Et juste pour revenir sur le style, est-ce un atout ou un obstacle à sa réélection? Je voudrais juste vous citer Ronald McMahon, un républicain de Floride, âgé de 72 ans, interrogé par l'AFP. Voilà ce qu'il nous dit. Je sais que certaines personnes sont déconcertées par le caractère parfois abrasif de Trump, mais nous avions peut-être besoin de quelqu'un qui arrête d'être poli, distingué et qui dise les choses comme elles sont. Finalement, la franchise, l'agressivité même. C'est pas la franchise, c'est le parler. Ils disent qu'ils pensent sans filtre. C'est la beaufrie à l'état pur. Et oui, ça marche. On le voit, regardez le triomphe des populistes en Europe, de Viktor Orban à Salvini, en passant par d'autres. C'est à chaque fois le même style. Je parle comme les gens, je mets les pieds dans le plat, je dis les choses crues, je transgresse tous les tabous. Bon, oui, ça marche. Il y a une Amérique qui se retrouve dans Trump. Ça, c'est incontestable. Et malheureusement, pour le moment, on voit mal lequel des candidats démocrates pourra cristalliser l'espoir de cette Amérique-là. Oui, mais dire les choses franchement, c'est une chose. Insulter, être dans l'insulte permanente, c'en est une autre. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est tout à fait intéressante aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit que dans un sondage qui a été fait récemment, plus de 70% des Américains pensent que leur économie est en bonne santé. Et plus de 50% pensent que l'Amérique est en meilleure santé que lors de la précédente crise financière. Mais il y a un décalage. C'est objectivement. Ah oui, mais il faut être un peu plus dénoncé parce que nuancé, parce que dans certains États du Middle West, par exemple, on voit que l'emploi manufacturier n'est pas nécessairement revenu comme il le pensait, et on voit que le protectionnisme vis-à-vis de la Chine a des impacts négatifs dans des régions et des États clés pour la réélection de Donald Trump, notamment pour les entreprises qui exportent. Donc on voit que cela est un peu plus nuancé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, même si une majorité d'Américains pensent que l'économie va mieux, il y a uniquement 38%, 40% d'Américains qui sont satisfaits de sa gouvernance. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ces méthodes abruptes, mal élevées en quelque sorte, et puis la santé économique. Parlons de sondage, justement. Il se trouve que les récents ne lui sont pas forcément favorables à Donald Trump. On l'a un peu vu dans le sujet. On va tout de suite regarder les chiffres. L'un d'eux, publié par Fox News, montre qu'il serait battu par plusieurs candidats démocrates. Il serait derrière Joe Biden, 49% contre 39%. Il serait aussi derrière Bernie Sanders, 49%, 40%. Et il serait même derrière deux sénatrices assez peu connues chez nous, Elizabeth Warren et Kamala Harris, et derrière un maire de l'Indiana d'1 point ou 2. Vous êtes surpris ? Un peu, mais vous savez, les sondages avec autant d'avance, ça ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et ensuite, le problème, c'est que le vote précédent qu'il a fait élire, au niveau du vote global, il était perdant. C'est le jeu des États qu'il a fait gagner. Donc là-dessus, il faut des sondages beaucoup plus fins, État par État, avec les États clés, les États qui basculent, etc., pour avoir une réelle idée de est-ce qu'il va gagner ou non. Parce que lui-même les remet en question sur Twitter, d'ailleurs, les sondages. Il s'en charge bien. Et il n'a pas tort, d'ailleurs, parce que la dernière fois, Hillary Clinton avait obtenu plus de voix que lui. Et comme vous le dites tout à fait justement, ça se joue dans des États clés. C'est pas un hasard si aujourd'hui Donald Trump va en Floride, mais ça se jouera aussi dans le Wisconsin, dans l'Ohio. Là, précisément, il a une clientèle électorale très importante dans la Méridie profonde. Et donc, tout ça se jouera avec les grands électeurs. Et c'est là où le match va continuer. Et dans ce sens, il n'a pas tort de rester relativement optimiste, même si les sondages lui sont plutôt hostiles en ce moment. Et le match, le nôtre, il continue avec le deuxième thème sur lequel je voudrais vous interroger. Messieurs, ce soir, c'est le bras de fer de plus en plus tendu entre les États-Unis encore et l'Iran. Il fait suite aux attaques contre deux pétroliers en mer d'Oman la semaine dernière. Washington et l'Arabie Saoudite accusent Téhéran. La République islamique nie en bloc, malgré, vous l'avez vu, des vidéos, des photos jugées accablantes par certains. Elle insinue que les Américains sont derrière un coup monté. La tension est telle que même la Chine appelle à la retenue. Écoutez. Nous appelons toutes les parties à garder la tête froide, à ne prendre aucune mesure pour provoquer une escalade de tensions dans la région. Les États-Unis, notamment, devraient changer leur pratique de pression maximale. Même la Chine réagit, Marc Semo. Est-ce que l'heure est grave ? C'est normal que la Chine réagisse. En plus, c'est son intérêt. Alors, expliquez-nous. Parce qu'elle dépend aussi du pétrole, qui passe par le détroit d'Ormuz, où il y a à peu près 30% du pétrole mondial. Mais non, ce qui est certain, c'est que cette montée des tensions inquiète. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Ça rappelle 2003, la pré-invasion de l'Irak, qu'on montrait à l'ONU la fiole avec les produits chimiques et les armes chimiques. Mais en même temps, c'est totalement différent. Parce que d'abord, il est hors de question, y compris le plus faucon des Américains, d'imaginer une invasion terrestre de l'Iran comme ça avait été celle de l'Irak. Ouais. Au maximum, on peut imaginer des frappes aériennes, et le jeu se situe ailleurs.
l'Iran nie toute responsabilité dans ces attaques de pétroliers. Bon, c'est un peu normal. En même temps, on a l'impression que c'est l'Iran qui répond aux États-Unis, à la montée en puissance des États-Unis, au rétablissement des sanctions, qu'il teste les États-Unis. Alors, on peut toujours imaginer toutes les théories du complot, mais bon, c'est quand même un peu l'Iran le coupable désigné. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que l'Iran, le pouvoir iranien, n'est pas homogène. C'est-à-dire, il y a d'un côté Hassan Rouhani, les politiques. C'est au moment où Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, était là. Donc qui veulent un peu, qui soufflent le chaud et le froid, et en même temps il y a des secteurs du régime iranien qui sont beaucoup plus durs, qui savent que c'est face aux menaces d'agression américaine, voire face à des frappes américaines, que la société iranienne peut faire bloc. Donc ils peuvent aussi avoir intérêt à jouer les provocations. Donc on est dans une situation extrêmement complexe, et par là même très dangereuse, parce qu'effectivement, une erreur de calcul peut aussi enclencher un engrenage qui deviendrait incontrôlable. Allumer la mèche. Mais ce qui est quand même à noter, je finirai là-dessus, c'est que le prix du pétrole n'a pas monté, à peine. Alors à la fois parce que beaucoup de pays sont maintenant totalement indépendants, autonomes du pétrole qui vient du Moyen-Orient, à commencer par les États-Unis eux-mêmes, mais il est quand même très significatif que dans cette crise, où normalement ça aurait dû entraîner une flambée, au mieux, la baisse du prix du baril a été bloquée et basta. Patrick Martin-Genier. Oui, il faut quand même que ce régime soit assez machiavélique si c'est lui qui a organisé cette agression, car au moment même où Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, était reçu en grande pompe à Téhéran, eh bien, on mettait des mines sur un navire dont un était un japonais. Donc c'est extraordinaire. Alors est-ce que c'est un message, alors que Shinzo Abe est venu en guise de conciliation, pour essayer de dire attention, il faut apaiser les tensions dans la région qui sont très grandes. Mais je dirais que Donald Trump est pris à son propre piège, car vous savez qu'il a été élu en disant « moi je ne veux plus intervenir au Proche-Orient ». Ça a trop coûté aux contribuables américains, donc je vais me retirer. Et aujourd'hui, paradoxalement, il est en train d'y retourner en disant attention, il ne faut pas bloquer le détroit d'Ormuz, je vais protéger mes alliés dans la région, notamment l'Arabie Saoudite, Israël. Donc par conséquent, il est dans une, on va dire, dans une ambiance en quelque sorte de guerre où effectivement le moindre incident peut déclencher quelque chose. Et peut-être peut-il dire également que s'il intervenait, il montrerait sa force et que ça renforcerait sa crédibilité au moment de l'élection présidentielle. D'ailleurs, il vient d'envoyer environ 1000 hommes supplémentaires dans cette région. Ça reste très peu d'hommes. On est quand même dans une logique, on disait tout à l'heure, que s'il y a un type d'intervention, ça sera au niveau de frappe, éventuellement contre les installations nucléaires, parce qu'il faut voir que le background de tout ça, c'est quand même le fait que l'Iran, après, en réponse aux sanctions américaines, au rétablissement par les États-Unis des sanctions et le fait qu'ils sont sortis de l'accord de juillet 2015 qui mettait sous contrôle le nucléaire iranien, ont annoncé maintenant qu'ils allaient non seulement continuer à accumuler des stocks d'uranium faiblement enrichi et dépasser le maximum autorisé, pour de 130 tonnes d'eau lourde, et aussi reprendre éventuellement un enrichissement encore plus fort. Donc c'est une manière là aussi de tester. Ils jouent à fond les divisions entre les États-Unis et les Européens, parce que les États-Unis se réagissent à ça, du genre, regardez, c'est la preuve qu'ils sont en train de quitter l'accord sur le nucléaire. Les Européens, eux, veulent temporiser et tout faire pour que les Iraniens restent dans l'accord sur le nucléaire. S'ils en sortaient, ça serait toute la mécanique qui se remet en branle, le rétablissement des sanctions internationales, etc. Mais je crois qu'au final, ce qu'il veut, c'est la chute du régime iranien, même s'il l'a démenti officiellement. C'est cela qu'il cherche. Je veux dire, c'est une agression caractérisée. Il y avait un accord, il valait ce qu'il valait. Tout le monde était d'accord pour le respecter. D'un seul coup, les États-Unis le dénoncent de façon unilatérale. Et puis, on sait très bien qu'il n'a jamais accepté ce régime et qu'au final, ce qu'il aimerait bien, c'est que ce régime chute un jour. La chute du régime iranien, qui est quand même pas un parangon de démocratie, ne serait pas une tragédie. Le problème, éventuellement, c'est que le risque, c'est que ce régime, la République islamique telle qu'elle est, ne soit pas remplacée par une démocratie, mais plutôt par un régime nationaliste encore plus dur. Mais sur le fond... oui, non, mais bien sûr. Et je vous donne juste les mots du guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, la semaine dernière, lors de cette fameuse rencontre avec le Premier ministre japonais. Donald Trump ne mérite pas qu'on échange des messages avec lui, dit-il. Je n'ai pas de réponse pour lui et ne lui répondrai pas. Et on a tous les jours, comme ça, des déclarations fortes. L'Iran qui annonce ce soir, par exemple, avoir démantelé un nouveau réseau d'espions de la CIA. La rupture est totale. Oui. On est dans la surenchère. Oui, on est dans la surenchère. Et la surréaction des deux côtés. Chacun parle aussi à ses opinions publiques. Le danger de ce genre de situation est effectivement le dérapage de trop.
Allez, troisième thème de ce match, messieurs, c'est la mort soudaine de Mohamed Morsi hier au Caire, après un malaise cardiaque lors d'une audience devant un tribunal. Je rappelle pour vous, nos téléspectateurs, qui était Morsi, premier président égyptien élu démocratiquement en 2012, après la révolution de 2011. Il représentait le parti islamiste des Frères musulmans. Il a été destitué l'année suivante et depuis, il était en prison. Aujourd'hui, tous les dirigeants proches des Frères musulmans dénoncent un assassinat. L'ONU a annoncé tout à l'heure qu'elle demandait une enquête indépendante. Erdogan qualifie Morsi de martyr. L'histoire n'oubliera jamais les tyrans qui l'ont conduit vers la mort en le mettant en prison et en le menaçant de l'exécuter. À nos yeux, Morsi est un martyr qui a perdu la vie pour un combat auquel il croyait. Marc, c'est moi. Est-ce que là aussi il y a quelque chose de dangereux qui est en train de commencer dans la relation avec les Frères musulmans ? Ça fait longtemps que, disons, le problème naît à partir du moment où le général Al-Sisi fait le coup d'État contre Mohamed Morsi, qui était un président élu. Alors oui, c'était les Frères musulmans. Il y avait, à la différence, par exemple, des islamistes tunisiens, lui misait sur une islamisation forte, assez implacable du pays, mais Al-Sisi, qui l'a remplacé, s'appuie sur les salafistes, qui sont les rivaux des Frères musulmans, mais qui ne sont pas beaucoup plus ouverts, et c'est une dictature implacable contre les Frères musulmans, et pas seulement. Mohamed Morsi n'a probablement pas été assassiné en prison, on le verra, mais il a été assassiné à petit feu. Victime de torture quotidienne, torture, oppression, etc., détention. Une commission parlementaire britannique en 2018 avait conclu que c'est la manière dont il était détenu était équivalent à des tortures et à des mauvais traitements continus, dégradants, etc., etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'Égypte, de Al-Sisi, avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, est devenu un peu le pilier d'un espèce d'axe contre-révolutionnaire. Ceux qui étaient opposés au printemps arabe, ceux qui étaient opposés à toute cette dynamique, aux espoirs dont ils étaient porteurs, et qui jouent ce rôle contre-révolutionnaire partout. On le voit en Libye, ils soutiennent le général Haftar contre le gouvernement de Sarraj, on le voit au Yémen, on le voit où là ils se battent contre les rebelles houthis soutenus par Téhéran. Donc c'est devenu un véritable axe contre-révolutionnaire, c'est préoccupant. Ils ont aussi joué le même rôle au Soudan. Et c'est d'autant plus préoccupant que ce sont nos alliés. C'est-à-dire que les pays sur lesquels s'appuie notamment la France et à qui on vend des armes sont justement ces trois piliers, c'est nos grands amis. L'Égypte qui achète nos Rafales, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Mais ce qui est dommage quand même, c'est que le printemps arabe n'a pas fonctionné. Il pourra apparaître effectivement comme ayant été un vrai martyr, quoi qu'on pense de ses relations avec les Frères musulmans. Il était accusé d'avoir des liens particuliers avec le Hamas, etc. Mais ça a été le seul président, comme vous l'avez dit, élu démocratiquement. Et Hosni Moubarak qui avait instauré une vraie dictature, un pouvoir très fort, une autre dictature l'a remplacé. On peut encore pire. Et donc on voit bien que au final, c'est le peuple on a confisqué la démocratie au peuple qui n'a pas pu traduire dans les faits cette démocratie nouvelle et par conséquent effectivement il a été victime de traitements inhumains et dégradants en prison, mais les droits de l'homme ce n'est pas la préoccupation de ce régime. Mais est-ce que cette mort peut être le déclenchement de quelque chose? Non, non, vous n'y croyez pas? C'est possible, mais disons les Frères musulmans ont été très très férocement réprimés. Il y a eu plus de 1500 morts, des dizaines et dizaines de milliers d'arrestations. Donc la structure des Frères musulmans est cassée. Alors là, effectivement, ce qui pourrait déclencher quelque chose, c'est qu'il y a aussi maintenant un certain nombre d'augmentations de prix des biens de première nécessité. Donc ça pourrait cristalliser un mélange de mouvements sociaux. Crise économique. Voilà. Oui, mais économique. Disons, c'est un pays qui, de nouveau, non seulement a tout verrouillé, mais surtout, la première chose qu'a fait Al-Sisi, avec un massacre sur une des places du Caire, avec des manifestants frères musulmans, c'est de rétablir la peur. Mais ils craignent les conséquences de la mort de Morsi, parce que celui-ci a été inhumé dans le plus grand secret, dans la plus grande discrétion, au Caire, uniquement entouré des membres de sa famille. Ça, c'est un signe de fébrilité. Et donc, c'est un signe de fébrilité et de la peur qu'a ce régime d'éventuelles conséquences que cela peut avoir.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, continue. Place à notre grand débat. Vous connaissez le principe. #OVPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. On va maintenant s'arrêter sur la réforme de l'assurance chômage. Souvenez-vous, patronat et syndicats n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Résultat, c'est l'exécutif qui a tranché. Et si j'ose dire, c'est tranchant. C'est en tout cas ce que pensent les syndicats qui ne décolèrent pas jusqu'aux plus modérés comme la CFDT. Le texte est-il trop dur? Va-t-il trop loin? On ouvre le débat avec nos invités dans un instant après les explications de Fabien Recker et d'Alizé Boissin. L'exécutif veut changer les règles de l'assurance chômage. Notre système actuel ne fonctionne pas correctement car les règles d'indemnisation incitent trop souvent au maintien d'emplois précaires et pas suffisamment au retour à l'emploi. Il faudra dorénavant avoir travaillé 6 mois au lieu de 4, et ce sur une période de 24 mois au lieu de 28 pour ouvrir ses droits au chômage. L'exécutif durcit les règles, revoyant au passage les montants d'indemnisation pour inciter au retour à l'emploi. On est face à un durcissement majeur des conditions d'indemnisation de privés d'emploi. Ce sont des mesures qu'on attendait malheureusement. Longtemps annoncé, la dégressivité des allocations chômage pour les cadres est instaurée. Ceux qui étaient rémunérés au moins 4 500 € verront leur allocation baisser de 30% à partir du 7e mois, seulement s'ils ont moins de 57 ans. C'est un jour funeste pour le régime d'assurance chômage. Aujourd'hui, si le régime existe, c'est parce qu'il y a des catégories professionnelles qui contribuent plus à l'équilibre du régime qu'ils ne consomment d'allocations. Le gouvernement s'attaque à un principe fondateur du régime d'assurance chômage, c'est-à-dire son caractère assurantiel. Pour lutter contre les contrats courts, plusieurs secteurs très pourvoyeurs de CDD seront soumis à un système de bonus-malus. La réalité, c'est que ça sera soit inefficace, soit au pire que ça découragera l'emploi. Muriel Pénicaud a enfin annoncé le recrutement de 1000 nouveaux agents pour Pôle emploi. Avec nous pour le grand débat dont on va plus loin, Thierry Fabre, bonsoir, rédacteur en chef à Challenge. On va tout de suite voir la une sur le salon du Bourget cette semaine. Jean-Marc Sylvestre, bienvenue, éditorialiste économique. Benjamin Correa, bonsoir, bienvenue, économiste, membre des économistes atterrés. Et Coralie Dubost, bienvenue à vous également, députée La République En Marche de l'Hérault. Merci à tous les quatre. Avant de vous faire commenter cette réforme, je voudrais tout de suite vous faire écouter l'une des réactions les plus fortes du jour. C'est celle de Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, qui n'est pourtant pas le plus sévère avec l'exécutif habituellement. Eh bien, écoutez. On a une réforme qui est perdante, archi perdante pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Une réforme qui, en plus, responsabilise qu'en partie les entreprises qui usent et abusent de la précarité et des contrats courts parce que le bonus-malus sera simplement sur cette branche professionnelle. Donc la CFDT est extrêmement en colère. C'est une politique qui est mise en place, qui n'est pas du tout à hauteur de femmes et d'hommes, qui ne prend pas en compte la réalité concrète des demandeurs d'emploi aujourd'hui qui subissent la précarité. Aujourd'hui, nous sommes abasourdis de cette réforme qui est, je le répète, profondément injuste. Coralie Dubost, on entend des mots très forts, une colère très forte qui a l'air effectivement très sincère. Comment vous y répondez ce soir ? Je le regrette, bien évidemment. J'aurais préféré qu'il y ait un accord et que l'on puisse travailler, que le gouvernement puisse travailler avec l'ensemble des syndicats. C'est vraiment dommage et regrettable que ça n'ait pas abouti. Maintenant, les travaux vont continuer. On sait que la réforme était indispensable. La situation de la France va mieux. Nous revenons à une situation qui est plutôt hantée 2009 et nous allons dans ce sens-là. Notre objectif est de précisément lutter contre la précarité et permettre aux travailleurs de revenir aux chômeurs de revenir dans l'emploi de temps long. Et toute la réforme de l'assurance chômage est orientée en ce sens. Thierry Fabre, on peut dire à l'issue de cette réforme qu'effectivement l'exécutif frappe fort, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu d'accord avant entre les partis. Oui, alors il frappe fort et il y a deux aspects dans cette réforme. Je comprends la colère de Laurent Berger parce qu'à la première partie, c'est une réforme d'économie qui rogne les droits des chômeurs. Parce qu'il fallait faire 3,5 milliards d'économies. Et donc, c'est tout bête, mais pour avoir droit au chômage, auparavant, il fallait avoir travaillé 4 mois sur 28 mois. Et là, il faudra travailler 6 et sur une période plus courte. Donc, c'est un problème, effectivement, et des petits revenus vont être touchés. Ça, c'est le côté un peu bête et méchant de la réforme pour faire des économies. Il y a un deuxième aspect du coup qui est passé sous silence, qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'aspect réforme. C'est-à-dire que cette réforme, elle s'attaque quand même à ce qu'on appelle la permittence, vous savez, ces contrats courts qui se multiplient. La France était le record des pays de l'OCDE pour les contrats très courts. Et donc en modifiant le mode de calcul de l'assurance chômage, c'est un système complexe, mais qui peut inciter les gens à ne pas travailler puisqu'on peut gagner plus au chômage qu'en travaillant. Donc en s'attaquant à ça et en faisant un bonus-malus, donc en taxant les contrats courts, qui certes, comme le dit Laurent Berger,
est partiel, c'est-à-dire qu'il ne touche qu'une partie des secteurs, mais on aurait espéré quelque chose de plus massif. Il n'empêche qu'ils ont mis le pied dans la porte, ils ont hésité 2 ans avant de le faire, et donc certains secteurs qui font tourner les contrats courts vont être taxés. Donc c'est quand même un progrès, mais il y a vraiment ces 2 aspects, il ne faut pas retenir uniquement l'aspect on tape sur les chômeurs, il y a un aspect réforme qui est beaucoup plus intéressant. Benjamin Correa, Bah, vous partagez la colère de Laurent Berger? Ah oui, oui, oui. Et puis en plus, je veux dire, comme je ne suis pas Laurent Berger, qu'il est Laurent Berger, je crois que c'est encore plus significatif que ma propre... j'ai presque envie de dire tristesse, vraiment tristesse. C'est-à-dire que je trouve que vraiment c'est une réforme catastrophique. Alors d'abord, on se plaint que les partenaires sociaux n'aient pas pu aboutir à un accord. On leur avait fait une lettre de cadrage et on leur avait donné des temps tels que l'échec de la négociation était annoncé. Ça rendait impossible un accord. Évidemment, évidemment. Ensuite, on reprend la main et on ne négocie pas. Et en plus, ce qui est annoncé, c'est qu'on va le faire sur ordonnance. Ça, c'est sur la méthode. Alors, sur le numéro post-gilet jaune, oui, nous avons compris, on ne va plus faire comme avant, etc. Je crois que franchement, il faudra repasser. Hein. Je trouve ça incroyable. Après, je voudrais dire 2 mots du fond quand même. Hein. Sur le fond, on va en parler en détail. Je partage pas du tout votre analyse. Ça ne m'étonne pas. Je trouve que... Non, mais on peut en parler sur pièce. Bien sûr, allons-y. Bien. Je trouve que c'est massivement, il y a une éviction du droit au chômage d'une partie des chômeurs. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, il y a seulement un chômeur sur 2 qui est indemnisé. Hein. Là, ça va être 1 sur 3 si tout va bien. Si tout va bien. Et il y a un abaissement des montants et des droits. Alors après, sur le côté lutte contre la permittence, on va en parler. Benjamin Correa, on va terminer le tour de table pour que tout le monde puisse prendre la parole. Jean-Marc Sylvestre, et ensuite je vous donne la parole, Coralie Dubost. Non, mais j'entends bien mon confrère. C'est une catastrophe. Difficile de ne pas l'entendre. Non, ça, bon, mais c'est une manie chez vous, de toute façon. Alors, oh, ça, c'est pas vrai du tout. Bon. Non, ce que je voudrais dire, personne n'est content, c'est vrai. Personne n'est content. Les syndicats sont fous furieux. Effectivement, la CFDT est furieux, ils ont l'impression de s'être fait avoir. C'est quand même pas tout à fait vrai, parce qu'ils ont quand même abandonné la table de négociation. Les chefs d'entreprise grognent, eux aussi, parce qu'ils considèrent qu'ils vont devoir payer une partie de l'addition. Quant aux partis politiques, on a vu, les partis politiques d'opposition, on voit bien qu'ils considèrent que c'est catastrophique, le droit social recule, etc. etc. Personne n'est content. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une formidable bonne nouvelle. Pourquoi ? Pour Macron et pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça prouve qu'il va au bout de sa logique de faire des réformes pour améliorer la compétitivité de ce pays. Il était dans une situation compliquée et on lui a beaucoup reproché d'avoir ouvert les robinets, laissé payer pour les indemnités, les gilets jaunes, etc., etc., etc. Il continue des réformes de structure. Parce que dans ce projet-là, il y a des réformes de structure dont nous avions besoin. Alors la question est de savoir, est-ce que ça va améliorer la situation de l'emploi? On le saura dans 6 mois. Alors, non. Est-ce que ça va améliorer? Juste, on va s'attarder quelques minutes. Moi, je voudrais simplement faire une petite parenthèse simplement. Quand j'entends un certain nombre de mes confrères dire c'est lamentable, c'est une situation. Pas que les confrères, les syndicats. Il y a un certain nombre de choses qui rejoignent ce qui existe en Angleterre. Aujourd'hui, situation anglaise que je n'ai jamais considérée comme excellente, mais que beaucoup d'opposants à la société, aux réformes françaises, donnaient en exemple le taux de chômage anglais qui est effectivement assez faible, avec une situation de l'emploi qui est liée à la perspective du Brexit. Mais si, est-ce qu'on peut, pardonnez-moi, s'arrêter quelques secondes sur le chômage des cadres, qui est un des points aussi qui fait hurler dans la réforme. C'est pour les 10% des plus hauts revenus, nous dit Muriel Pénicaud. Ils verront leur indemnité baisser de 30% au bout de 6 mois. Ça concerne 80 000 personnes. Je vous rappelle juste quelques chiffres, ceux de 2017, et je vais vous laisser répondre. Les cotisations des cadres représentaient 42% des ressources et ils touchaient 15% des allocations. Ce sont les chiffres de la CFE-CGC. Les cadres donnent plus qu'ils ne profitent. Alors, comment vous répondez à cette critique de cette loi qui va instaurer ça, Coralie Dubost? Je voudrais redonner des éléments aussi de cadrage globaux sur cette réforme, parce qu'effectivement, j'ai entendu un certain nombre de choses fausses qui ont été dites. Alors, dites-nous. Déjà, l'UNEDIC avait une dette qui était à hauteur de 35 milliards d'euros. C'est considérable. Il faut qu'on puisse le poser sur la table et à un moment donné, aller sur des réformes effectivement qui soient structurelles. Oui, sur les droits, non, mais il faut quand même le considérer. Il faut quand même considérer qu'il y a une situation qui est donnée à la base. Bien sûr que c'est un élément de contexte et qu'on ne peut pas faire sans un certain budget. Par ailleurs, sur la situation des droits post cette réforme, la France restera l'un des pays d'Europe
où le chômage est le plus accessible et le plus favorable. Donc il ne faut pas être en train de dire n'importe quoi. On n'est pas en train de déconstruire le droit au chômage. Bien au contraire, il y a même la création de droits nouveaux, et je pense notamment aux indépendants, notamment aux démissionnaires dans certaines conditions. Sur le bonus-malus, il y a effectivement 7 secteurs qui ont été choisis à titre d'expérimentation, et on a dit qu'on tirerait le bilan de cette expérimentation pour voir s'il est légitime de l'élargir, de le réduire, etc. Mais donc c'est une expérimentation, personne n'avait osé le faire auparavant, et je pense effectivement comme vous que dès lors que vous n'avez pas un corps satisfait, c'est que vous êtes pile au centre de l'enjeu. Alors, je laisse répondre. On est aussi venu régler des situations d'inéquité, parce qu'aujourd'hui, et ça il faut le dire, aujourd'hui quand vous avez un salaire moyen sur l'année sur lequel vous avez cotisé au chômage, selon que vous ayez travaillé 1 mois sur 2 ou en continu, vous n'avez pas le même droit. Vous n'arrivez pas avec le même droit au chômage au bout. Aujourd'hui, vous avez une personne qui travaille, mettons, au SMIC 1 mois sur 2, elle arrive avec un droit au chômage à l'issue d'une année qui est de 1 500 €, qui est supérieur à ce qu'elle a cotisé. D'autres personnes seraient en deçà. C'était injuste. Les cadres, effectivement, nous venons baisser le plafond. Il était un petit peu au-dessus de 7 000 et on tombe à 6 000 et quelques. Au bout de 7 mois, vous avez effectivement une dégressivité. Le chômage des cadres représente 3% du chômage. Ce n'est pas le chômage le plus massif et le plus concerné. On sait aussi, et c'est observé de longue date, de différentes études, que c'est le chômage des plus hauts revenus. Quand vous avez les plus hautes indemnisations, vous y restez le plus longtemps. C'est donc une incitation à retourner au travail. Notre objectif, il est simple. On veut que le travail rémunère plus. Alors, on que va laisser l'indemnisation répondre Benjamin chômage. Correa et Thierry Fabre, mais s'il vous plaît, des réponses relativement courtes qu'on avance. Benjamin Correa. Écoutez, il faut d'abord être clair sur le fait qu'on déconstruit des droits fondamentaux. Ça, c'est votre réponse à Coralie Libos. C'est excessif. Oui, parce que vous pouvez essayer de nier le contraire. Mais pardon, essayez de nier les faits. Mais soyez précis, parce que c'est fondatoire, là. J'y viens. Lorsque les droits au chômage, comme ça a été dit, sont acquis à partir de 6 mois sur 28 mois, et quand on passe de 4 sur 28, et quand on passe 6 sur 24. Quand on passe à 6 sur 24. Donc de 4 à 6, vous trouvez qu'on déconstruit des droits. Vous savez combien ils sont en Allemagne ? En Allemagne, il faut cotiser 12 mois pour avoir droit au chômage. Donc, excusez-moi, la France reste encore un pays qui est de moitié plus favorable. Ils sont tous dans le vous comparez l'Allemagne au Tchad, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Pardon, c'est tellement démesuré. Si vous voulez qu'on fasse du comparatif, on fait du comparatif. Mais là, on est en train de discuter d'une réforme qui change une situation d'un État A vers un État B. Alors, vous pouvez toujours... Non, mais écoutez, je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Nous sommes sortis d'une crise financière, monsieur. Mais bien sûr, on est sorti d'une crise financière. On est en train difficilement d'en sortir, mais en tout cas, on n'a pas retrouvé les taux de chômage d'avant 2008. Non, mais écoutez, si la technique, c'est d'empêcher les gens de parler, vous êtes très bonne. Écoutez, je n'ai pas pu en placer une. Finissez. On est allé en Allemagne. C'est vous qui êtes allé en Allemagne. C'est pour répondre à l'Allemagne. Bon, donc, je dis qu'il y a une déconstruction d'un certain nombre de droits. Donc, si vous me permettez, je voudrais expliquer en quoi. Mais rapidement, Benjamin Correa. J'ai déjà dit. Donc, sur un premier point. Sur le second point, qui est la question de la rechargeabilité des droits, autrefois, à partir de 5 jours, on pouvait commencer à recharger les droits. Maintenant, il faut 1 mois. Le mode de calcul, vous avez été très pertinente, est effectué de telle manière que le montant des indemnités qui seront versées est abaissé. C'est une réforme purement... Mais oui, bien entendu. C'est pas abaissé, c'est lissé, c'est équitable. Non. 1 euro cotisé donnera droit au même euro d'indemnisation pour toute personne qui travaille. Mais ça, c'est des éléments de langage. Mais pas du tout, c'est mathématique. Je ne doute pas qu'on vous les ait. Est-ce que je peux en placer une ? Mais pour les chômeurs, ça va se traduire par un abaissement. Oui ou non ? Pas tous les chômeurs, je suis désolée pour certains. Est-ce que je peux en placer une pour vous les partager ? Parce que ce que vous dites est vrai et faux à la fois. Il y a une partie des droits qui vont être abaissés, c'est vrai. Oui. Il y a une partie, comme le dit madame, qui est recalculée et qui met fin à une absurdité. Comment, en tant qu'économiste, vous pouvez accepter qu'on puisse plus touchés au chômage qu'en travaillant. Vous connaissez, laissez-moi terminer. Cette étude, vous savez qu'elle est critiquée par tout le monde. Il y a des travaux académiques qui ont été lancés là-dessus, au Conseil d'analyse économique, et qui ont montré que ce mode de calcul est absurde. Pourquoi, pendant des années, on a vécu avec un système qui incite de fait à rester chez soi plutôt qu'à l'école ? Donc, pas du tout. C'est une réalité démontrée par des économistes. Donc ça, c'est traité, et c'est important. C'est pas un abaissement des droits, c'est une réforme. Le deuxième point, le bonus-malus, c'est aussi très intéressant, même si comme il est... Alors, est-ce qu'on peut y venir justement ? Pardonnez-moi, je vous arrête parce qu'on va y venir très en détail. On va s'arrêter sur cette question du bonus-malus pour les entreprises de quelques secteurs. C'était entre 5 et 10, avait dit Édouard Philippe. Finalement, c'est donc 7. On va voir la liste. Plasturgie, bois et papier,
eau, déchets, agroalimentaire, hébergement, restauration. La semaine dernière, notre journaliste Adrien Develay est allé à la rencontre d'un traiteur à Rungis. Et quand on lui a demandé s'il pourrait faire sans les contrats courts, écoutez sa réponse. Je vous fais réagir après, Thierry Favre. Impossible. J'ai le salon du Bourget où on intervient. C'est tous les 2 ans. On intervient. On a entre 100 et 150 personnes qui travaillent sur le site. Imaginez ces personnes, on les met en CDI. Comment je pourrais les faire fonctionner toute l'année? Honnêtement, moi si je pouvais trouver un roulement, ce serait l'homme le plus... Tous les chefs d'entreprise et nos salariés, ce serait parfait. Thierry Favre, vous avez vous-même employé le mot d'absurdité. Est-ce que là, il n'y a pas une absurdité? Non, là, il ne s'agit pas de mettre fin au CDD. On sait très bien que les entreprises ont besoin de CDD en fonction du cycle d'activité. Il s'agit de mettre fin aux abus. Et là-dessus, je veux rappeler un chiffre très important. La France est le recordman des pays de l'OCDE pour les contrats courts de moins de 3 mois. On arrive juste derrière la Turquie. Il y a une espèce de... C'est absolument extraordinaire ces dernières années ce qui s'est développé. Le CDD décomplexé. Voilà, et les gens ne font que tourner en CDD. C'est ça aussi. Souvent, on se dit le CDD, c'est un tremplin pour le CDI. Pas du tout. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population qui reste à tourner dans certaines entreprises en CDD. Et ça, il faut l'arrêter. Le bonus-malus, il est glorifié par tous les économistes, y compris notre prix Nobel, Jean Tirole, qui dit que c'est une excellente idée. Il l'a proposé il y a 15 ans. Donc sur le fond... Ça ne va pas pénaliser certains secteurs, notamment comme celui de la restauration. C'est un bonus et un malus. C'est-à-dire ceux qui sont vertueux, on paye moins de cotisations, mais ceux qui abusent payent plus. Donc c'est un système sur lequel le MEDEF a fait un énorme... Ça n'empêchera pas, par exemple, ce traiteur, ce restaurateur de travailler. Non, ça l'empêchera. Ça le poussera à prendre moins de CDD. Il se dit, si je prends moins de CDD, je gagnerai en cotisation. Donc du coup, il y aura une incitation financière. C'est comme ça que marche l'économie. Donc simplement, je regrette, sous le lobbying du MEDEF, il y a eu un recul. Au départ, c'est un système qui s'appliquait à tout le monde. Pourquoi sortir le bâtiment ? Et la santé. Et la santé. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire que le lobbying du MEDEF a été en partie efficace, parce qu'il a évité cela. Il a fait en sorte que les entreprises de moins de 10 soient exclues. Il n'empêche, c'est déjà un progrès que le fait que le système soit en place. Après, on peut le moduler et faire en sorte que grâce à ce système, on décourage cet abus de CDD. C'est vraiment le problème de base de notre marché du travail. Jean-Marc Sylvestre. Non, mais je pense que le découragement de prendre des CDD était une urgence absolue, parce qu'on ne pouvait pas continuer de vivre avec cette accumulation de CDD qui prive les bénéficiaires d'un travail, parce qu'en fait, un CDD, c'est quand même un travail, mais qui les prive de tous les avantages que peut avoir un citoyen normal. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas aller à la banque, ils ne peuvent pas s'acheter une bagnole, ils ne peuvent pas acheter un appartement, s'acheter un crédit, ils ne peuvent pas faire de projet, ils ne peuvent pas rien. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de métiers, mais sur lesquels il y a des statuts. Donc avec cette réforme, il va y avoir beaucoup plus de CDI, c'est ça que... Il va y avoir beaucoup plus de CDI. Il y a déjà beaucoup plus de CDI. Oui, ça augmente un petit peu aujourd'hui. Ça augmente, ça progresse. Et c'est quand même l'objectif global de la réforme. C'est en ça qu'on verra si elle est réussie ou pas. Parce que sinon, on l'a pas faite pour faire des économies, même s'il faut faire des économies. Bien d'accord. Mais on a rappelé le contexte des 35 à 40 milliards. On a oublié au cours de cette table un élément essentiel, c'est l'accompagnement du chômeur avec une modification du rôle de Pôle emploi, avec une décentralisation beaucoup plus près de la région, avec un risque sans doute que vous allez souligner de délocalisation extrême et peut-être de privatisation. Mais après tout, nous sommes dans une logique d'efficacité. Coralie Dubost et Benjamin Corrière. Alors, plusieurs éléments. Sur les 7 secteurs qui ont été choisis, ont été retenus les secteurs qui sont le plus concernés par ces contrats précaires. Ce sont ceux qui représentent à eux seuls, qui prennent une part qui est aux alentours de 34% des contrats précaires. Donc ce sont des secteurs très significatifs et on veut d'abord expérimenter sur ce secteur-là avant de les étudier pour d'autres secteurs. C'est la première fois qu'on le fait. Le bâtiment quand même. Il faut que l'on regarde, comment ça avance. Je voudrais dire aussi que j'entendais la question du traiteur qui était posée, et on sait que c'est un secteur particulièrement touché par les contrats, notamment des intérimaires. Il y a aussi des CDI intérimaires qui peuvent se faire avec des agences de travail temporaires, mais qui mettent l'intérimaire dans une situation de longévité et de sécurité d'emploi, qui lui va peut-être changer de personne auprès de qui il effectuera la prestation, mais qui sera sur un CDI intérimaire et qui pourra débloquer un prêt à la banque, qui pourra débloquer une location, etc. D'accord, donc il existe une solution. Il existe des solutions, et les solutions, l'accompagnement, vous avez raison de le souligner, est l'un des points forts majeur de cette réforme et de la précédente, celle qui avait le plan d'investissement dans les compétences. Pôle emploi va beaucoup plus accompagner d'une part les chômeurs, d'autre part aussi les entreprises pour trouver des solutions. Si Pôle emploi et peut ça, le faire. c'est très important. Il y a 1000 créations de postes d'accompagnement
dédié pour les personnes qui sont en situation de chômage. Parce que si vous voulez, cette réforme, elle a été construite autour d'un postulat qui est simple. Ce qui pose problème, ne sont pas les chômeurs, ce sont les règles. Les règles, elles étaient mal faites. Elles étaient mal faites et parfois, elles étaient injustes. Et elles ne permettaient pas suffisamment, soit d'inciter, soit de former pour retourner en emploi. Et elles ne permettaient pas aux employeurs non plus, qui ont des offres d'emploi. Aujourd'hui, vous avez 600 000 offres d'emploi à pourvoir sur le site de Pôle emploi. Bon, il faut que l'on puisse remettre ces personnes en connexion. Ça, c'est les éléments de langage, ça, c'est le credo néolibéral. C'est quand même compliqué non, mais écoutez, que toutes mesures soient éléments de langage pour vous. On va laisser parler Benjamin pouvoir parler de sa réforme aussi. On va le laisser, allez-y. Quand vous me dites c'est les règles qui étaient mal faites et qui empêchent de... Non, mais j'entends que ça vous inquiète quand vous me dites éléments de langage. J'aimerais bien pouvoir parler, madame, vous êtes gentille. Je suis seul et il y a 3 points de vue opposés. Allez-y, Benjamin. Alors, il aurait été peut-être pas mal, en bonne méthode, de procéder à une évaluation des règles. Ça a été le cas non, c'est absolument pas le cas. Mais vous connaissez une commission d'évaluation? Il y a quantité de rapports, cher monsieur. Lisez le CAE. On est noyés sous les rapports. Non, mais c'est vrai, je peux vous les donner. Benjamin Corrière, il y a des rapports dans tous les sens, y compris. Il y a ce DIRES qui conteste absolument l'idée que les chômeurs sont indemnisés au-delà du salaire moyen, qui est une pure fiction. Bon, donc, si vous voulez, ce qu'il aurait fallu, c'est une véritable évaluation. Bon, alors maintenant, sur le fond. Bien évidemment qu'il faut agir sur les questions des CDD et des CDD d'usage. Je donne quand même juste 2 chiffres. Plus de 4 millions de CDD sont des CDD de moins d'un mois. Un tiers des CDD sont des CDD d'un jour. Ah ben ça va dans le sens. On va dans le même sens. Ça veut dire que c'est le problème. C'est le problème. Mais est-ce qu'il est sûr que c'est un problème? Et la plupart des CDD sont re-signés chez le même employeur. Nous avons les mêmes chiffres. On bascule sur du CDI. Mais oui, c'est ça. C'est l'objectif de la réforme. Écoutez, alors on en reparlera dans 1 an ou 2. Le chiffre que vous ne citez pas, qui est le plus intéressant, et je suis d'accord avec vous, avec les mêmes chiffres, il y a un 3e chiffre qui est que 85% des CDD qui sont signés, ceux dont vous parlez, ceux de 1 mois, ils sont re-signés chez le même employeur. Elle sait tout, elle connaît tout. Mais nous avons les mêmes chiffres, elle est vraiment à l'école Macron, je veux dire. Benjamin Corrière, avant notre 3e partie, je vous laisse finir. Bon, alors, la question qui se pose, puisqu'on est d'accord sur le fait que la situation des CDD aujourd'hui est totalement catastrophique, les mesures qui ont été prises sont-elles à la hauteur et sont-elles capables d'inverser? La réponse est évidemment non. On en reparlera. Pour deux raisons. La première, c'est celle que vous avez dite vous-même. À savoir qu'on a commencé par éjecter une partie des consommateurs de CDD très courts qui est extrêmement importante, notamment ceux du bâtiment et notamment ceux qui concernent la santé, les EHPAD, les établissements hospitaliers, le paramédical, etc. Ça, c'est le premier motif. Et donc, comme vous l'avez dit vous-même, le lobbying du MEDEF a été extrêmement efficace en la matière. La deuxième raison, c'est que la nature de l'incitation ou de la sanction telle qu'elle est élaborée, 0,95 points en négatif ou 1,15 en positif, n'aura des effets que extrêmement marginaux. Il y a déjà eu des mesures pour décourager l'usage des CDD. Et ça n'a absolument rien donné. Et ça, c'est un bluff, c'est un pseudo, c'est de la rhétorique macronienne. Vous avez c'est un pseudo-équilibre établi entre les mesures et l'effet sera nul. Je prends date, madame. J'entends votre fatalisme et nous pensons que ça peut fonctionner et on ne s'interdit pas de regarder la façon dont cela fonctionne. Alors, il y a un autre aspect... Vous l'avez déjà fait, ça, c'était sur l'impôt sur la fortune qui est refusé par 80% des Français. Mais l'impôt sur le revenu est bien modifié. C'est un autre débat. Il y a un autre aspect, Benjamin Corrière, que je voudrais aborder avec vous ce soir, qui va peut-être vous inspirer aussi autant. C'est le volet politique de cette réforme, parce que, disons-le, ce que l'exécutif lance aujourd'hui, la droite est pour. Il y a quelques jours, dans un communiqué qui faisait suite au discours de politique générale d'Édouard Philippe, Bruno Retailleau justifiait l'abstention des sénateurs LR ainsi. La fin des régimes spéciaux de retraite ou la réforme de l'assurance chômage, par exemple, vont dans le bon sens. Jérôme Bascher n'a pas démenti tout à l'heure au micro de Jérôme Rabier. Écoutez. Sur les principes de la dégressivité, là, on peut en être d'accord. Il faut regarder les modalités de prêt. Mais ça, c'est justement, ça se discute, ça ne se décrète pas. Donc d'accord sur le fond, pas sur la forme. Et je vais même remonter encore plus loin. Écoutez ce que proposait Nicolas Sarkozy fin 2016. La dégressivité, justement, il y était favorable lui aussi. Je propose 20% de diminution des allocations chômage au bout de 12 mois, 20% supplémentaires au bout de 18 mois. Mais avec ça, on garde, monsieur, excusez-moi, le régime le plus généreux au monde, puisque je ne remets pas en cause l'indemnisation du chômage au bout de 4 mois. Il n'y a pas un pays qui fait ça.
Thierry Fabre, je vais poser une question volontairement provocante, mais en gros, la droite l'a rêvé, c'est Emmanuel Macron qui le fait. En partie, c'est-à-dire que la droite n'a pas jamais osé le faire, sauf qu'un bémol sur la dégressivité, ça concerne les cadres, une petite population, donc c'est au-dessus de 4 500 €. Et vous le disiez vous-même, le pied est dans la porte. Et le pied est dans la porte, mais effectivement, c'est pas l'ensemble des demandeurs d'emploi, donc il ne faut pas non plus, c'est pas la dégressivité pour tous, comme ça a pu exister dans notre système il y a quelques années. Après, l'inspiration de cette réforme, elle est sociale, libérale. Elle a été faite en Allemagne, elle a été faite dans les pays nordiques, et donc c'est vrai que la droite en a rêvé, surtout le côté libéral ne l'a pas faite. Donc Emmanuel Macron le fait. C'est quand même important à noter, il y a 6 mois, en pleine crise des Gilets jaunes, est-ce qu'on aurait imaginé Emmanuel Macron faire ce type de réforme avec les contestations que l'on entend? C'est quand même extraordinaire que le macronisme s'est remis en marche d'une certaine façon, avec peut-être de façon kamikaze, parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de cette réforme, mais en tout cas, le credo est toujours le même, c'est-à-dire si on ne réforme pas, on tombe. Et vous allez tous vous exprimer là-dessus. Jean-Marc Sylvestre. C'est exactement la réflexion que je faisais en commençant. Ils ont des raisons d'être satisfaits si tout le monde est mécontent, parce que la réforme, elle va plutôt dans le bon sens d'une réforme de structure qui était prévue dès le départ. Ça prouve bien qu'il n'a pas changé de logiciel et qu'il va continuer de travailler sur la restauration mais il fait ce que la droite a rêvé de faire. Oui, mais il a fait ce qu'il était nécessaire de faire. Je pense que la gauche intelligente avait aussi envie de le faire. Il y a 2 problèmes. C'est que, il va falloir gérer la réforme de Pôle emploi. Ça ne va pas forcément être très simple, avec la complicité ou la collaboration des collectivités locales, et notamment des départements. Ça ne va pas forcément être simple, je ne suis pas sûr qu'ils en aient les moyens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a mis le doigt dans une autre logique qui change la gestion de notre modèle social paritaire. Parce que c'est la première fois qu'on met en cause le paritarisme par défaillance et par défaut des syndicats. Et ça, Laurent, ça va être très intéressant de voir comment on va rattraper Laurent Berger, parce que le macronisme, le libéralisme, que vous le vouliez ou non, il a besoin de contre-pouvoirs. Et il a besoin de contre-pouvoirs forts. Allez, il nous reste 2 minutes. Il a besoin de syndicats forts. Il va donc falloir les rattraper, ces syndicats, pour leur offrir autre chose, un autre, qui se rendent désirables. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Moi, j'ai aucune difficulté à travailler avec les syndicats. D'ailleurs, je reçois ceux de mon territoire très prochainement et j'essaie d'être en lien avec eux le plus possible et je reste à l'écoute de toutes les remarques. Et là, ils vous diront que cette réforme est de droite. Sur cette réforme en période de crise des Gilets jaunes, je voulais juste apporter un élément de lecture. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, qui a duré longtemps, moi, sur ma circonscription, j'en ai beaucoup rencontré, j'ai fait beaucoup de réunions publiques et j'ai reçu beaucoup de délégations de Gilets jaunes. Je n'en ai pas entendu un seul se plaindre sur la nature de l'indemnisation de l'assurance chômage. En revanche, ce que j'ai entendu très régulièrement, c'est la difficulté à trouver la bonne formation, à être bien accompagné, à se remettre en emploi et à avoir accès à son droit. Donc, c'est plutôt, moi, je pense, les grandes modifications qu'on doit apporter pour répondre à cette crise. Pour vous, ça va même dans le sens des Gilets jaunes? Oui, parce qu'il y a cette demande. Et pour moi, c'est la réforme qui compte de ce point de vue-là, en tout cas, qui m'a beaucoup touchée sur mon territoire, et particulièrement des femmes et des femmes seules, isolées, c'était dans l'accessibilité aux droits. Et je crois beaucoup en la Maison France Service, je crois beaucoup en la réforme territoriale, à la façon dont on va rendre la proximité et l'humanisation du service. Il nous reste 1 minute, on va laisser Benjamin Corrière. Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire surdité de ce gouvernement qui entend à travers les Gilets jaunes, une demande d'abaissement des droits sociaux. Non, moi, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que c'est bien à ça qu'on a procédé. Alors moi, ce qui me frappe quand même, c'est non seulement la cécité et la surdité. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, parce que là, les Gilets jaunes sont rentrés chez eux. Mais je veux dire, avec des mesures de ce type, la France est ce qu'elle est. Ça m'étonnerait qu'il ne se passe rien. La plupart des Gilets jaunes que j'ai rencontrés voulaient retourner en emploi. Maintenant, l'autre aspect... Est-ce que vous pouvez imaginer que ce pays peut continuer de vivre avec 9% de chômage et plus? C'est à moi que vous posez la question. Il a 30 secondes. Vous ne manquez pas d'air. Vous ne manquez pas d'air. Ça date de quoi, ce 9% de chômage? Ça date d'un dysfonctionnement du système. Non, absolument pas. Ça date d'un dysfonctionnement du système. Ça date de la financiarisation complète du système que vous avez appelé. Il y a une transformation que vous avez défendu, qui a explosé en 2008. Voilà de quoi ça date. Juste 15 secondes. Juste en gros, on va être d'accord pour la conclusion, parce qu'il y a un point. Mais non, ne me fâche pas. Mais c'est le produit de la politique que vous avez défendu pendant c'est très dommage de ne pas être d'accord sur la fin. Thierry Fabre. Là où je suis d'accord avec vous, Thierry Fabre. Une partie de la réforme, elle est explosive parce qu'elle sont des économies. Il y aura des chômeurs qui sont... Non mais c'est fini. Pour dire que je suis en partie d'accord avec vous sur le fait que de réduire les droits des chômeurs en partie,
c'est qu'une partie de la réforme. Vous ne voyez que ça, mais c'est qu'une partie. Ça, c'est explosif, parce que ça, effectivement, il y aura des cas de chômeurs pénalisés. Donc ça risque d'être médiatisé, et ça peut. Désolée, je suis obligée de rendre l'antenne. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce grand débat. On se retrouve demain à 18h30 sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Bonne soirée, restez au cœur du débat.